Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 4e et dernière vidéo déjà de ce voyage autour du yoga. Hier, on a commencé à aborder les 2 premières branches du yoga, les yamas et les niyamas, qui représentent un petit peu les bases pour pouvoir vivre une vie en harmonie avec les autres, avec le monde qui nous entoure, mais également avec notre monde intérieur. Et aujourd'hui, on va voir les 6 branches restantes pour nous permettre d'atteindre cette réalisation de soi. J'espère vraiment que ces petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions, si vous voulez débuter dans le yoga mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. En tout cas, j'espère que ces vidéos permettent de vous aider à y voir un petit peu plus clair dans certaines facettes du yoga. Donc, installez-vous et c'est parti. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo de ce petit voyage autour du yoga, je vous avais très brièvement abordé le thème des 8 branches du yoga en vous disant que la pratique posturale, elle ne représentait que 1/8 de ce qu'était réellement le yoga. Eh bien ça y est, nous y sommes. Nous sommes à la 3e branche du yoga qui sont donc les asanas. Les asanas qui représentent les postures en sanskrit. Donc après avoir pratiqué les yamas et les niyamas, notamment Socha, le premier niyama, où on a fait de l'espace autour de nous, dans notre environnement, où on est propre sur nous et où on s'est créé ce petit espace pour pouvoir pratiquer qui va être propre et aéré, on va pouvoir commencer à faire nos postures. Nos postures, ces asanas, elles vont vraiment nous apporter énormément tant sur le plan physique que sur le plan mental. Si vous voulez, au niveau du plan physique, la pratique des postures, elle va vraiment nous apporter de l'endurance, de la force, de la solidité au niveau des membres, mais également de la souplesse, bien sûr, c'est ce qui va en découler naturellement. Également de l'équilibre, parce qu'on travaille beaucoup avec des postures d'équilibre. Et puis, au-delà de cet aspect un peu très physique et de cette maîtrise du corps, la pratique des postures, elle va vraiment nous permettre de calmer le mental, d'apaiser le mental, d'apaiser ce flux de pensées incessant qui va arriver autour de nous. Elle va nous apporter de la vitalité, de la joie de vivre parfois aussi. En fait, il y a vraiment énormément de catégories de postures. Je ne peux pas commencer à trop m'étaler sur le sujet parce que ça ferait une vidéo d'1h30. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous intéresse que je vous parle plus en détail des postures, de leurs bienfaits, parce qu'il y a vraiment plusieurs catégories de postures et je serais ravie d'en faire une vidéo. J'adore les vidéos blabla. Mais voilà en gros ce qu'est les asanas. Et c'est à force de pratiquer ces asanas qu'on va gagner en termes de physique dans tout ce que je vous ai cité avant et également qu'on va réussir à calmer son mental. Mais ça ne vient pas tout de suite, bien entendu. C'est vraiment à force de pratique et d'ailleurs en cultivant tapas. On fait les révisions en même temps. En cultivant tapas, qui est l'ardeur de la discipline, en ayant cette régularité au niveau de notre pratique, on va réussir à se concentrer sur son souffle, à calmer le mental, à l'apaiser, à être vraiment dans un état un peu plus... on va être ancré et un peu plus connecté. Et donc, à force de pratique des asanas et quand on va commencer à maîtriser ces asanas, on va pouvoir passer au pranayama qui est donc la 4e branche du yoga. Alors le pranayama, c'est le contrôle du souffle, c'est l'allongement du souffle. Grâce à une pratique régulière de celui-ci, on va réussir à acquérir une certaine connaissance et une certaine maîtrise de soi en toutes circonstances. C'est vraiment la continuité des asanas. Moi, j'aimerais, je vous challenge, on va dire même, je vous challenge pour que vous observiez pendant les semaines à venir votre respiration selon les états émotionnels dans lesquels vous vous trouvez. Donc, quand je parle d'état émotionnel, je vous parle dans les moments de stress, dans les moments de fatigue, dans les moments de colère, d'énervement, d'anxiété.
et observez, mettez l'attention sur votre respiration et vous allez vous rendre compte que selon les états dans lesquels vous êtes, votre respiration va être différente. Parfois en surface, parfois longue, parfois saccadée. Souvent quand on est stressé, on respire qu'au niveau des clavicules. Et en fait, grâce à une pratique régulière du pranayama, on va vraiment réussir à maîtriser ça. On va allonger notre souffle et on va apaiser, calmer le mental, retrouver une espèce de sérénité. On va vraiment inspirer ce souffle vital, cet air frais et mettre l'attention dessus. Et on va travailler en profondeur au niveau de tout notre système respiratoire, de tout notre corps pour aller éliminer et expirer toutes ces toxines. Grâce à une respiration, en fait une respiration qui va être rythmée et équilibrée, elle va nous permettre de développer notre potentiel, de développer notre énergie vitale si vous voulez. Cependant, j'ai quelques recommandations au niveau du pranayama. S'il arrive en 4e branche du yoga, ce n'est pas pour rien. Je vous demande, avant de vouloir aller trop vite et de vouloir faire tous les types de pranayama qui existent au monde, de vraiment commencer d'abord par pratiquer les asanas, la 3e branche du yoga, de faire de la pratique posturale, d'aller chercher de l'espace dans son corps et ensuite on passera sur du pranayama. Il existe vraiment plusieurs types de pranayama. Certains vont vraiment réveiller le feu à l'intérieur de notre corps, réveiller le système digestif. Certains vont au contraire, dans les périodes de canicule, ce qui n'est pas le cas, on est en plein hiver, mais dans les périodes de canicule, venir rafraîchir tout notre corps. Certaines respirations vont nous permettre de favoriser l'endormissement. Il y a vraiment un panel de types de pranayama. Et moi, je serais ravie de faire quelques vidéos de certains pranayama avec vous. Après, vraiment, c'est très vertueux les pranayama, mais ça peut être aussi très dangereux. Donc, je vous conseille, si vous voulez rentrer dans une pratique profonde des pranayama, de vous entourer d'un professeur de yoga pour qu'il puisse vous guider dans cet apprentissage-là. C'est vraiment recommandé pour les pranayama. Et ensuite, une fois qu'on aura maîtrisé les pranayama, qu'on commencera à les pratiquer régulièrement, on passera à la 5e branche du yoga. Grâce à la pratique des asanas et du pranayama, on a réussi à mettre le corps et l'esprit en communion pour pouvoir passer à Pratyahara, qui est la 5e branche du yoga, selon toujours les Yoga Sutras de Patanjali. Pratyahara, il est vraiment traduit par le retrait des sens. C'est vraiment l'écoute de soi. C'est le fait de réussir à se couper de tout ce qui se passe à l'extérieur pour amener tous ses sens à l'intérieur, vers soi. Dans la tradition, Pratyahara, il est vraiment imagé par une tortue qui aurait rentré tous ses membres à l'intérieur de sa carapace pour pouvoir, de façon à ne plus être distraite par ce qui se passe à l'extérieur, mais de se concentrer vers l'intérieur, vers elle-même. Pratyahara, c'est un pont. C'est vraiment un pont, c'est un passage pour nous permettre d'accéder aux 3 derniers membres du yoga qui sont beaucoup plus subtils en fait et qui vont vraiment avoir un lien très fort avec le soi supérieur et d'ailleurs aussi avec nos 2 derniers chakras, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. On va vraiment réussir à mettre l'ego de côté, le mental de côté, se libérer de ces désirs de possession et être vraiment connecté finalement à l'instant présent. Et une fois qu'on aura réussi à accéder à ça, on va pouvoir passer au 6e membre du yoga qui est Dharana. Dharana, il est traduit par la concentration. Je ne sais pas si vous faites cas, mais on est en train petit à petit en fait de monter entre guillemets en puissance, si je peux dire. Avec les asanas et le pranayama, on a réussi à maîtriser le corps
et l'esprit, à allumer le feu à l'intérieur de nous. Avec Pratyahara, on a appris à ramener tous ces sens vers l'intérieur. Et puis là, avec Dharana, on va aller encore un petit peu plus loin. On va être dans un état de conscience un petit peu plus subtil, ouais. Si vous voulez, selon les Yoga Sutras de Patanjali, Dharana consiste vraiment à porter une attention très soutenue vers un objet ou vers un espace déterminé. Par exemple, quand vous faites du yoga, quand vous faites une posture d'équilibre, par exemple l'arbre, le corbeau ou encore l'aigle, pour pouvoir tenir ces postures-là, vous allez devoir porter votre attention vers un point fixe, comme on appelle ça le drishti. C'est exactement ça en fait. Quand vous faites ça, vous pratiquez dharana. Vous êtes en train de porter toute votre attention vers un espace déterminé, ce qui va faire que vous allez vous concentrer et vous allez tenir plus ou moins longtemps la posture. Ça, c'est dharana. Dharana, ça va être aussi allumer une bougie et se concentrer sur la flamme de cette bougie. Ou également pour de l'encens. Ah non, reste là mon bébé. Reste là mon bébé. Pardon. Allumez votre encens et regardez l'encens s'évaporer, la fumée se propager tout autour de nous. Ou encore, ça peut être avec des sons que vous pouvez pratiquer dharana en vous concentrant sur le bruit des vagues, en vous concentrant sur ce fameux son international du yoga qui est le Aum. Voilà, il y a beaucoup de façons de pratiquer dharana et grâce à cette pratique de dharana, on va pouvoir rentrer encore dans un état un peu plus subtil. On va pouvoir accéder à cette 7e branche du yoga qui est dhyana, la méditation. Avec dharana, la branche précédente, c'était le mental qui était sollicité. Tandis que là, avec dhyana, la méditation, c'est vraiment la conscience profonde qui va l'être. La pratique de la méditation va vraiment permettre à l'esprit d'être plus clair, plus ouvert, plus aiguisé. Les sentiments, vous savez, ces sentiments-là qu'on connaît tous, d'inquiétude et d'anxiété, ils vont petit à petit s'estomper, voire même disparaître pour laisser place vraiment à la clarté d'esprit, à la légèreté et à la sérénité. Après, je sais très bien ce que vous pensez et on va pas se mentir, c'est vraiment très dur de méditer. Surtout, en fait, c'est surtout dans le monde actuel où on est tout le temps en train de vivre à 100 à l'heure, où il y a énormément de stimuli à droite, à gauche. Du coup, moi, je vous conseille de mettre en place des habitudes, des rituels, ce qu'on appelle en PNL des systèmes d'ancrage, qui vont vous permettre de vous dire « Ok, il est 7h30, c'est l'heure de méditer. Cet endroit, c'est là où je vais méditer. » Vraiment, vous dédiez un petit espace avec vos pierres préférées ou avec, moi j'ai mon Ganesh avec moi toujours qu'une amie m'a offert il y a quelques années. Voilà, mettre une petite lumière tamisée, vous dire, mettre en place vraiment certaines habitudes et puis surtout prendre du plaisir à faire ça. Dans certains livres traditionnels, on vous dit que pour méditer, il faut absolument être dans la posture du lotus, le dos le plus droit possible et ne pas être adossé contre quelque chose. Je suis moyennement d'accord avec ça. Si vous ressentez le besoin pour méditer d'être appuyé contre un mur, de vous tenir les jambes sur une chaise, sur un support, c'est ok. Il n'y a pas vraiment de règles. Commencez comme ça et puis petit à petit, ça viendra. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Dans le yoga, on cultive la patience et la persévérance. Donc voilà. Et après, à force de cultiver dhyana, on va réussir à rentrer dans cet état d'extase, donc la 8e et dernière branche du yoga, le samadhi. Ah, samadhi, la dernière étape. C'est vraiment le but ultime de cette quête. C'est cet état d'unité, cet état d'extase, cet état de plénitude dont je vous parle depuis 4 jours. Ça y est, nous y sommes. Et c'est vraiment quand on est au plus fort de sa méditation qu'on va réussir à rentrer dans cet état de conscience modifié. Si vous voulez, quand on est dans l'état de samadhi, le corps et l'essence sont au repos.
les pensées et le mental sont comme en état de veille, mais finalement, la personne qui est en état de samadhi, elle va être pleinement éveillée et consciente. C'est une expérience de joie et de paix qui est absolue. Le yogi quitte le monde matériel pour rentrer dans cet absolu-là. Il ne fait plus qu'un en fait avec le divin. Alors moi personnellement, c'est un état que je ne connais pas encore. Le chemin est encore long, mais le plus important, c'est surtout de savourer ce chemin, de le vivre pleinement et de ne pas se concentrer juste sur le but. Voilà, en tout cas, on a fait le tour des 8 branches du yoga. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère vous avoir donné quelques clés pour pouvoir vivre une vie harmonieuse, remplie d'amour, de compassion et d'amour pour vous aussi. Voilà, l'idée c'est de s'élever, d'être un être éveillé et de vivre son chemin pleinement. On n'oublie pas que on est nous-mêmes, qu'être quelqu'un toujours zen, toujours parfait, ça n'existe pas, la perfection n'existe pas. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être stressé, on a le droit de piquer des gueulantes, c'est ok. Ne l'oublions pas, je trouve ça super important. Et l'idée c'est de s'accepter aussi soi-même. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Là, on a fait le tour du voyage autour du yoga, mais on va rentrer dans d'autres voyages comme l'Ayurveda, soyez-en sûrs. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à vous abonner et surtout, voilà, si ça résonne en vous ce que j'ai pu vous dire, n'hésitez pas à partager, à propager le message autour de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.